Bienvenue, abonnez-vous, activez la notification pour ne rien rater. La classe citoyenne, Une émission de veille citoyenne et d'éducation civique. la classe citoyenne, Un programme du service de l'information en collaboration avec le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans la classe citoyenne. Nous recevons Florent Agwemandon. Il est auditeur de master recherche en droit de la personne et démocratie à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. Florent Agwemandon, la démocratie, nous le disions, c'est ce régime politique. Mais aussi, en démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres sans que cela ne mène à un conflit armé. La démocratie, c'est aussi une philosophie, des principes et des institutions. Exactement. Ce sont les trois éléments indissociables dans un État démocratique. Une philosophie, pourquoi? Parce que c'est le régime politique par lequel la sécurité individuelle et collective sont garanties. Et on parle également de régime démocratique. Oui, il existe des régimes démocratiques différents au sein desquels les rôles des représentants ne sont pas similaires. On sait qu'il n'y a pas d'idéal type, on l'a dit, mais quels sont les modes, disons, d'idéal type quand même de répartition des pouvoirs dans un système démocratique, Florent Agwemandon? Classiquement, on distingue deux modes idéatypes de répartition des pouvoirs en démocratie, que sont les systèmes parlementaires et les systèmes présidentiels. Lorsque nous prenons le régime parlementaire, c'est un régime dans lequel le gouvernement exerce le pouvoir au nom d'un chef d'État, mais qui est dénué de pouvoir autre qu'un pouvoir symbolique. Le gouvernement est lui-même responsable devant une assemblée légiférante qui est susceptible d'être dissoute. Le système est marqué par un équilibre entre l'assemblée pouvant être dissoute et le gouvernement pouvant être désavoué par l'assemblée. Et le chef de l'État, il vient symboliser l'unité du corps politique, c'est cela? Justement, mais parfois il peut exercer une autorité morale, mais il n'a aucun pouvoir autonome sur le gouvernement ou l'assemblée. Généralement, le Parlement contient deux chambres, entre lesquelles le pouvoir n'est pas également réparti. Oui, il y a la chambre basse qui exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécutif et il y a la chambre haute qui a des prérogatives plus limitées, servant de modérateur de la chambre basse. Mais au Bénin, nous avions une assemblée unique, c'est-à-dire il y a une seule chambre au sein de cette assemblée. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. Et puis, il y a ces rapports de force constants qui débouchent sur des équilibres particuliers, dites-vous. De ce fait, on distingue deux variantes au sein des régimes parlementaires. Il y a le système d'assemblée et il y a le parlementarisme rationnel. Lorsque nous prenons le système d'assemblée, il est caractérisé par l'affaiblissement du pouvoir exécutif au profit de la chambre basse. Lorsque nous en venons au parlementarisme rationnel, au sein duquel l'exécutif est fort, il instaure une prévalence du gouvernement sur le Parlement. Et les régimes présidentiels? Le régime présidentiel, le cas du Bénin par exemple, est généralement défini comme un type de démocratie libérale caractérisé par une autonomie réciproque du pouvoir gouvernemental et des assemblées délibératives. Le chef de l'État ne peut pas dissoudre le Parlement, qui ne peut pas renverser d'ailleurs le gouvernement. Parlez-nous des principes qui fondent la représentation du peuple, Florent Agwemandon. Au nombre des principes qui fondent l'idée de représentation du peuple, il y a l'indépendance des gouvernants à l'égard des volontés des électeurs dans la prise de décision, ce qui implique un double rejet. Le rejet du mandat impératif se manifeste lorsque les représentants représentent le peuple dans son ensemble et pas leurs seuls électeurs. Ils ne sont donc pas obligés d'obéir aux électeurs. Ces représentants ne sont pas tenus de respecter leurs promesses une fois qu'ils sont au pouvoir. Il y a le rejet de la révocabilité permanente des élus, en ce sens que les élus ne peuvent pas être révoqués par le peuple au cours de leur mandat, ce qui leur permet d'ailleurs d'être indépendants. La révocation intervient uniquement à échéance régulière lors des élections.
En dehors de ce principe sacro-saint, il y a la désignation des gouvernants par des élections organisées à intervalles réguliers. On peut également ajouter la possibilité pour les gouvernés d'exprimer des opinions politiques sans qu'elles soient soumises au contrôle des gouvernants. Et enfin, il y a la soumission des décisions publiques à l'épreuve de la discussion. Et donc, toutes les décisions publiques doivent être justifiées dans la discussion. Elles doivent recueillir le consentement à l'issue d'une discussion entre les représentants. Aujourd'hui, le Parlement est davantage le lieu de prise de décision prise en amont et la discussion a lieu au sein des partis politiques ou dans l'espace médiatique. L'égalité et l'équilibre de la démocratie, voilà aussi des notions qu'il faut voir de près. Trop d'égalité ou pas assez sont à la base de la corruption de la démocratie, de telle sorte que la force de ce régime réside dans un juste équilibre entre deux extrêmes. Montesquieu fait de la modération une vertu essentielle en politique. Mais trop d'égalité aboutit aussi à la tyrannie de chacun pour soi, et peu d'égalité entraîne la tyrannie d'un seul, dit-on. C'est sûr, cette oscillation que repose la vertu démocratique et que révèle le livre 8, chapitre 3 de l'Esprit des lois, je cite, « Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de l'esprit d'égalité extrême. Le premier ne consiste pas à faire en sorte que tout le monde commande à ses égaux. Il ne cherche pas à en avoir point de maître. Dans l'état de nature, les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils n'y sauraient rester. La société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent égaux que par la loi. Telle est d'ailleurs donc la différence entre la démocratie réglée et celle qui ne l'est pas, que dans la première, on est légal que comme citoyen et que dans l'autre, on est encore égal comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme père, comme mari, comme maître. La place naturelle de la vertu est auprès de la liberté, mais elle ne se trouve pas plus auprès de la liberté extrême qu'auprès de la servitude. Ainsi donc, la démocratie suppose l'égalité, mais celle-ci n'est rien sans la liberté qui fonde la vertu, devenant une valeur aussi bien morale que politique. Florent Agwemandong. Oui, Marie-Léa. Du pouvoir moral qu'exerce le citoyen sur lui-même dépend la bonne santé du corps politique et de la démocratie. Il y a chez Montesquieu une unité dialectique entre vertu, démocratie et liberté et l'amour du bien public qui se confond avec ses valeurs spécifiquement politiques. Nous voilà donc édifiés sur la démocratie et les types de liberté donc que cela engendre. Merci Florent Agwemandong. Vous êtes auditeur de master recherche en droit de la personne et démocratie. C'est à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. Vous êtes aussi titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir parcouru ce concept avec nous. Je vous en prie, Marie-Léa.